Meine Damen und Herren, es freut mich, Sie auch mit den beiden Preisgebern zusammen begrüßen zu dürfen zu diesem speziellen Anlass, der Gelegenheit geben soll, das Werk der Preisträger sozusagen in Avantpremiere etwas besser kennenzulernen. Eine Gelegenheit, sozusagen direkt von den Künstlern einige Gedanken mitzubekommen, die eben zur Entstehung ihrer Arbeiten beigetragen haben. Es ist der bereits 17. Baloise Kunstpreis, den wir heute vergeben. Die Jury war dieses Jahr sehr angetan von der Präsentation der verschiedenen Stände. Es war denken wir, ein sehr guter Jahrgang, der uns geboten wird. So war auch der Auswahlprozess ein sehr langwieriger, hat sehr viele Diskussionen eben ausgelöst, weil es potenziell mehr als 2 Preisträger gab bei dieser Auswahl von diesem Jahr. Dieses Jahr werden Sie 16 Positionen sehen, letztes Jahr waren es 14 im Statement-Bereich. Vielleicht kurz rekapitulieren, der Statements-Bereich ist ja gedacht als eine Plattform zur Förderung junger Künstler und eben auch meistens sehr junger Galerien, die hier ihre ersten Sporen abverdienen können. Die Galerien müssen im Herbst, also im September, Oktober letztes Jahr, mussten die ein Konzept eingeben, das eigentlich sehr ausgefeilt sein sollte. Und aufgrund dieser Dossiers wählt eine Spezialjury dann die eben 16 Positionen aus, die an der Art Basel ausgestellt werden. Letztes Jahr hatte diese Jury aus etwa 200 Eingaben diese Auswahl zu treffen. Und unsere Jury juriert eigentlich, oder ist eine Jury, die etwas bereits Vorjuriertes sich anschaut. Gestern haben wir den ganzen Tag in diesem Bereich verbracht. Der Jury gehörten an dieses Jahr Marie-Noëlle Farcy. Sie ist Kuratorin am MUDAM, am Musée d'Art Moderne in Luxemburg. Das ist unser neuer Partner. Wien wurde, also das MUMOC in Wien, mit dem wir 9 Jahre zusammengearbeitet haben, wurde jetzt dieses Jahr abgelöst durch das MUDAM in Luxemburg. Zum zweiten Mal dabei ist Frau Susanne Gensheimer, die Direktorin des MMK, des Museum für moderne Kunst in Frankfurt. Die externe Fachperson ist dieses Jahr Joanna Mitkowska, die Direktorin des Museum of Modern Art in Warschau. Und wie jedes Jahr haben wir auch einen Sammler oder eine Sammlerin eingeladen. Es handelt sich 2015 um Wilhelm Schürmann, ein sehr engagierter Sammler von jüngster Kunst, der über Jahrzehnte eine sehr bedeutende Sammlung aufgebaut hat. Die Jury hat sich entschieden, zum einen den Preis Beatrice Gibson zu vergeben. Sie wird an der Messe hier vertreten von Laura Bartlett Gallery in London. Und der zweite Preis geht an Mathieu Claire Abonanque, der von der Galerie Marcel Alix in Paris vorgestellt wird. Wir haben vorher das kurz diskutiert, wie wir vorgehen wollen. Es hat sich dabei herausgestellt, dass Beatrice Gibson sehr eigentlich bilingue ist, also auch sehr gut Französisch versteht und spricht. Also wir werden jetzt einen Sprachmix veranstalten. Mathieu wird wohl eher auf Französisch antworten und Beatrice in Englisch, und ich werde vielleicht Fragen auf Französisch und Englisch den beiden stellen. Also ist mein We can switch. Huh? We switch. We made a Babylonian talk. So
I would like to start with a very basic question. Would like to know something about your, maybe about your biographical background, if this biographical background has an impact on your art, or on your conception of art, on your art practice. With Mathieu, it's evident that your background Je commence. Yeah, maybe. Sure. Oui, alors, ouais, mon background. Donc moi, voilà, là où il est évident, c'est que j'ai grandi en Guyane française dans une famille créole, et je suis arrivé en France assez tardivement, donc à l'âge de 15 ans. Et au cours de mes études d'art, donc qui remontent à un petit moment maintenant, j'ai commencé à travailler sur l'histoire coloniale et sur, on va dire, le moment post-colonial de la France, mais pas uniquement. Et c'est très clairement ce que j'ai essayé de faire dans le projet pour Statement, en fait. Donc de vraiment m'intéresser à justement l'héritage de ce moment, donc du moment colonial et avant, en me focalisant sur des périodes très emblématiques et des objets très emblématiques. Donc c'est comme ça que ça travaille. Je ne sais pas si j'en dis plus, si je prolonge. Je crois que c'est parfait. Ouais. Merci. And probably your biographical background has not the same impact on your work. Not really. No. My friends always say my work is quite serious and I'm quite funny. And that maybe that should change. But no, my films or my work is a lot to do with music. I'm also not very musical, but to do with music in a theoretical sense. So I'm interested in ways of making music and ways of making films and how the two might have a conversation. And I'm particularly interested in experimental music from a particular period in the 50s and 60s, and in avant-garde composition, and in trying to look at that field and mine a series of methods for filmmaking. So, for example, to be more concrete, a composer like John Cage is interested in chants and aleatory processes, and I like to work the same way in a filmmaking context, so often setting up a situation that I design the parameters of, but that I don't really have control of the results. Mm-hmm. So that's an example. Yeah. And maybe continue with another question. What motivated you to get an artist? Did you already know in your childhood that you wanted not really. to be a great artist? No, not really. It was very organic. How did I get there? To be very honest, I started to get funding from the art world to do projects, and that continued for so long that eventually I became an artist. But I didn't go to art school. I studied subsequently. Yeah. I did a master's as an artist and a PhD. But when I was younger, I studied philosophy, and so it was a bit of a theoretical background, a philosophical background, and then next step was then. And you started immediately with films, or did you? Yeah, I did. Before I made films, I did a couple of performances, which I also still do, but mostly in relationship to the films. To the films, yeah. But at the beginning, you did make pure performances, right? With music or so. Yeah, I did a piece called If the Route, which was based on London taxi drivers. It was it was called The Great Learning, actually. It was based on London taxi drivers, but also based on this experimental score from 1960s by a composer called Cornelius Cardew, who was a communist and a radical. And he wrote this well-known score called The Great Learning. And in London, taxi drivers have to do this crazy exam called the Knowledge, and they learn 320 routes to navigate the city and to draw a map in their mind. And across London, you have things called knowledge colleges, where mostly men from the East End sit in pairs, and they recite the city's streets to each other as a practice for the examination to become a taxi driver. So if you go into the classroom, there's kind of fat men sitting there saying,
Oxford Street left, Tottenham Road right. And so I worked with the composer and with this original avant-garde composition, and we made a piece with the taxi drivers. Okay. Yeah. Alors Mathieu, et pour vous c'était clair, je sais pas, déjà dans votre jeunesse de faire de l'art ou Pas, c'est jamais aussi bien défini que ça, mais en fait il y avait des désirs, oui c'est sûr. Enfin, c'est une des raisons aussi pour lesquelles moi j'ai fini par venir en France pour faire des études d'art. Et après, de fil en aiguille, on voit que le désir est toujours là et le désir grandit. Donc oui, ça devient de plus en plus. Et puis ça devient une façon de regarder, de mettre en forme des questions, peut-être. Ouais. C'est beaucoup de questions en fait. Et vos études, vous les avez faites où? Dans le sud de la France, à Marseille. À Marseille, ok. Et ensuite, j'ai fait aux Beaux-Arts de Paris. Donc c'est vraiment un parcours très classique, pour un étudiant français en tout cas. Ouais, de l'époque. Oui, voilà. Et après, effectivement, c'est là où on commence vraiment à pouvoir voyager, puisque moi, les questions de territoire m'importent beaucoup, et justement d'arriver à ramener des territoires qui ont été considérés longtemps comme périphériques, et d'essayer de les ramener vers le centre. Ce qui a été le centre historique, on dirait la France métropolitaine, ou l'Europe, ou ces grands centres économiques aussi, bien sûr. Puisque c'est beaucoup de ça aussi dont il s'agit dans le projet, c'est-à-dire notamment cette sculpture qui parle de la fin de l'abolition de l'esclavage, et qui est le passage d'un moment économique de la France et de l'Europe vers un autre moment économique. C'est-à-dire... Ça me permet d'enchaîner la prochaine question, parce que je voulais vous demander si vous pourriez nous expliquer en quelques mots le concept, le contenu de l'installation que nous... Alors, en fait, il y a une série de photos, d'héliogravures, en fait, qui s'intéressent à une sculpture faite par Louis-Ernest Barriat, qui est un sculpteur français de la fin du 19e siècle, qui est assez connu, parce que c'était un sculpteur officiel. Qui est une célébrité à l'époque. Bien sûr, voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment... c'est vraiment un sculpteur officiel, mais qui est néanmoins brillant. C'est vraiment quelqu'un qui est... Et Barriat a fait un monument qui commémore l'abolition de l'esclavage, où on voit donc un administrateur français qui s'appelle Victor Schellcher, qui enlace un jeune homme qui est maintenant libre, donc un ancien esclave. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de chercher tout autant les endroits où la domination se voit dans la sculpture, mais aussi où quelque chose qui est de l'ordre du désir peut être perceptible. Et donc d'arriver à manifester cette ambiguïté dans les images mêmes, et justement de parler de cette transition, et de parler de ces processus de domination qui n'ont jamais été aussi univoques, manichéens, et qu'on veut bien l'entendre ou le dire. Voilà. Donc, voilà, ça. Peut-être encore deux mots sur le film. Oui, bien sûr. Qui est une partie importante. Alors, on pourrait dire que l'abolition de l'esclavage, c'est un moment emblématique, et l'autre moment emblématique, c'est la première collecte d'objets anthropologiques, qui a été faite en 1930 par la mission Dakar Djibouti, donc avec des anthropologues assez célèbres comme Marcel Griault ou Michel Léris, et donc qui ont traversé l'Afrique d'ouest en est pour récolter des objets. Et pour moi, je vois ça comme un autre moment économique, puisque là, on est vraiment dans l'histoire de la consommation de biens culturels. C'est-à-dire, on va ramener des objets qui étaient en Afrique, on va les ramener pour construire des grands musées, notamment le musée de l'Homme, et c'est déjà de l'économie culturelle. On est vraiment dans une autre étape, donc qui va avec une espèce avec la période coloniale, quoi, tout simplement. Je ne sais pas si ça paraît clair. Très bien. Très bien.
will ask you the same questions. So, what could you explain us in a few words the concept of your work, the structure of the film, which we will see afterward? Yeah. So the film is called Solo for Rich Man, and it's part of a wider kind of series of works looking at abstraction in finance and abstraction in music and how the two might have a relationship to each other. And the other kind of parameter, I guess, is a 1975 novel by an author called William Gaddis. It's called JR, and it's a satire about the American dream. It's a story about an 11-year-old capitalist who amasses this vast financial empire and destroys everybody's lives in the process, and the relationship that he has with the school's resident composer who orchestrates the empire for him. And so the film takes that as a departure point, and it orientates around, I worked with a contemporary cellist and the director of an ensemble called Apartment House, and we set up a 4-day experimental music workshop for kids in a playground, in an adventure playground. And so the piece kind of partly documents that, and then partly is a fictional portrait or even documentary portrait of this particular 11-year-old boy who happened to be in the playground, who kind of came forward as the film's protagonist. And so the piece is structured is really a series of performances, in fact. So you can look at it like an anthology of 5 scores, or like a record, or you can also, if you didn't know any of that, just see it as a fiction about this 11-year-old boy. So it's 2 sides, yeah. Mm-hmm. And music is a very important part of the... Yeah. Because you mentioned that at the beginning you were very interested in music, so it structures the film. Yeah, it produces it and then structures it later in the edit also. Mm-hmm. Okay. Very good. So, last question. You will get... in a few minutes, officially, the Baloise Prize, the cash prize. Mr. Burkhardt, do you already know what you want to do with the money? Do you have already projects? Holiday in Hawaii? Holiday, exactly. No, in Tahiti or something? Well, most artists are already in debt with putting money into their work, so it will just continue in the spiral of helping me to produce production work. Of your new movie. Of course, yeah. Okay. Et pour toi? Je pense que ce sera la même chose. La même chose, ouais. And do you have those projects in the near future? So, except of course the Baloise exhibition in Frankfurt. So the work of Mathieu will go to Frankfurt, and Beatrice's work will go to Luxembourg. That's actually, for next year. I'm starting a new project for the Lubumbashi Biennial in October in Congo. In Congo. So I will fly to Congo to start a new project there. Mm-hmm. That's the closest project about the Katanga region, which was a copper where the copper factories were in Congo and still are. And it's a battlefield, isn't it? Yeah, it's a battlefield. So so that will be my first trip to Congo. So okay, we'll see. But that's really the next project. Great. And you mentioned before that you're working on a movie I think for this autumn. Yeah, it's going to be ready in September. It's kind of an extension of this piece. I'm working with the same 11-year-old boy and plunging more into a kind of fictional territory. So, what's the title of the? It's called Crippled Symmetries. Okay. Just to make it very hard to say. Okay, wonderful. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.